donc, on va commencer maintenant cette deuxième table ronde. Table ronde qui va s'intéresser au changement climatique, comment contribuer à l'effort. En fait, il s'agit de savoir comment les opérateurs de transport s'y préparent, comment ils font pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, et tenir les objectifs qui sont fixés par la France, qui sont de diviser les effets de gaz à effet de serre par 6 par rapport à 1990 d'ici à 2050. Donc, est-ce que le compte y est, ou en tout cas, est-ce qu'il y sera? Et puis aussi s'interroger sur la façon dont on adapte les infrastructures de transport. Donc, ce sera deux grands volets de cette intervention. Alors, avec nous, pour en parler, totalement à ma droite, Aurélien Bigot. Vous êtes ingénieur en géologie, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité. À côté de moi, Emmanuel Mrose. Vous êtes directeur délégué transition énergétique et neutralité carbone au groupe SNCF. Et enfin, Tanguy Bouton, vous êtes directeur de la flotte du groupe Transdev. Donc, merci à tous les trois d'être là aujourd'hui avec nous. Pareil, cette table ronde va durer 1 heure et bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions dans un deuxième temps. Et ma première question s'adresse à Aurélien Bigot. Aurélien Bigot, ça fait longtemps que vous vous intéressez à la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la trajectoire décidée aujourd'hui par notre pays et quels sont les leviers pour y parvenir ? Bonjour, merci pour l'invitation et pour la question. En effet, en tout cas en France, on a un objectif d'ici 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Donc ça, c'est au niveau de l'économie dans son ensemble. Ça implique en effet quasiment une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à actuellement. Et en miroir aussi, d'augmenter les puits de carbone pour que les émissions qui sont restantes en 2050 puissent être captées aussi par de la croissance notamment des forêts, du captage de CO2 dans les sols ou encore du captage et du stockage de carbone plus technologique pour qu'il y ait un équilibre du coup entre les émissions restantes et ce qui est capté sur le territoire. Ça implique pour le secteur des transports une contribution extrêmement forte de quasiment plus avoir du tout de pétrole, au moins en tout cas pour les transports terrestres, à l'horizon 2050. Donc en moins de 3 décennies, il faut qu'on se sépare complètement du pétrole, aussi bien dans les voitures, les poids lourds, les bus, les cars, les 2 roues motorisés, les véhicules utilitaires légers, les trains, les bateaux de transport fluvial. Tous ces modes-là ne doivent plus avoir une seule goutte de pétrole en 2050 en France. Donc il reste plus que du pétrole un peu dans des transports internationaux, donc transport maritime et aérien, et puis sur une partie de transport national aussi sur l'aérien. Mais donc c'est une transformation qui est majeure en peu de temps, alors qu'aujourd'hui, plus de 90% des consommations d'énergie du secteur des transports, c'est encore du pétrole. Donc on a une dépendance majeure qui a tenté d'être attaquée, qui a été déjà un peu prise en compte par certaines politiques publiques, mais pour l'instant, avec des effets assez faibles, en tout cas quand on regarde les choses de manière assez globale, sur à la fois ce chiffre de plus de 90% qui reste encore du pétrole actuellement, et sur les chiffres d'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur des transports en France, où on est toujours à des émissions, en tout cas sur les dernières années, hors effet Covid bien évidemment, à une tendance assez stable des émissions, alors que quand on regarde l'objectif que s'est fixé la France avec la stratégie nationale bas carbone, ça demande en tout cas une rupture très forte dès les prochaines années pour atteindre du coup quasiment 0 émission directe, donc 0 émission à l'usage de l'énergie à l'horizon 2050. Est-ce que ça paraît possible encore, vu que pour l'instant ça évolue pas? Alors, sur le papier, c'est possible. Il y a tout un tas de scénarios de prospective qui le montrent. Après, c'est dans la mise en œuvre, pour l'instant, où on a des difficultés, en tout cas, à aller à une vitesse suffisante par rapport à ce qui est fixé. Pour citer un petit peu, pour entrer un petit peu plus dans le détail des grandes options qui s'offrent à nous pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce ne sont pas des options exclusives, c'est au contraire des choses qu'il va falloir combiner pour atteindre nos objectifs. Il y a 5 leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone pour réduire nos émissions. Le premier des leviers, ça va être celui de la modération de la demande de transport. Donc pour les voyageurs, c'est notamment réduire le nombre de kilomètres qui est parcouru. Donc ça interroge notamment des questions d'aménagement du territoire, de comportement de mobilité, de mode de vie.
On va avoir un second levier qui est celui donc bien connu ici de report modal, donc de moins utiliser en proportion l'avion, la voiture et davantage les transports en commun, ferroviaires, routiers, les modes actifs tels que la marche et le vélo. Donc ça c'est le deuxième levier. Ensuite on a un troisième levier qui est celui d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc le nombre de personnes, notamment par véhicule en circulation. Il y a notamment un potentiel important sur le covoiturage, puisque les voitures en moyenne sont assez peu remplies aujourd'hui. Il y a un quatrième levier qui est un levier d'efficacité énergétique des véhicules. Donc l'efficacité énergétique, il y a des leviers à la fois assez techniques, assez technologiques, typiquement d'améliorer le rendement des moteurs thermiques, d'électrifier les véhicules, mais aussi de leviers qui touchent davantage à la sobriété, comme par exemple réduire la vitesse ou réduire le poids des véhicules, qui peut aussi améliorer leur efficacité. Et puis enfin, le cinquième et dernier levier, c'est la décarbonation de l'énergie. Donc c'est de faire en sorte qu'on remplace le pétrole, encore très majoritaire comme je le disais aujourd'hui, par d'autres vecteurs énergétiques, d'autres énergies moins carbonées, donc à savoir en passant à l'électrique, à l'hydrogène, au biogaz ou au biocarburant, à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière durable et de manière aussi décarbonée que possible, si jamais on veut que ça se concrétise vraiment par des réductions d'émissions, en prenant en compte aussi les questions d'analyse de cycle de vie plus globale à la fois des véhicules qui sont en circulation, de pas prendre que les émissions, disons, à l'échappement, mais aussi le cycle de vie global des véhicules, voire même des infrastructures. Alors j'imagine que vu le travail, les efforts à fournir, il faut que les 5 leviers soient actionnés, ou est-ce qu'on pourrait ne se contenter que d'un? Parce qu'aujourd'hui, on entend surtout parler, notamment par les pouvoirs publics, de l'effet technologique. Est-ce que ce sera suffisant? En effet, en tout cas, quand on regarde les différents scénarios de prospective qui peuvent exister en France et qu'on compare la stratégie nationale bas carbone française, donc le document de référence aujourd'hui du gouvernement sur le sujet climatique, on voit en tout cas que la stratégie nationale bas carbone mise fortement sur les leviers technologiques et beaucoup moins sur les autres leviers qui touchent davantage, disons, à la sobriété, à des changements dans l'aménagement du territoire, comme je le disais, dans les modes de transport qu'on utilise, dans les comportements de mobilité, etc. Tous ces leviers-là sont aujourd'hui moins sollicités et ce dont on se rend compte, c'est que ça va être très difficile d'atteindre la neutralité carbone, d'atteindre la contribution des transports à cet objectif-là, uniquement en misant sur les leviers technologiques. Ils sont à la fois complètement indispensables, parce que si on mise que sur la sobriété, on n'y arrive pas, mais si on mise que sur la technologie, on n'y arrive pas non plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir combiner des leviers technologiques de changement de motorisation, d'efficacité énergétique, etc., d'électrification par exemple pour les véhicules les plus légers, de diversification pour les véhicules plus lourds, parce qu'il n'y aura pas une énergie miracle dans tous les cas qui conviendra à tous les usages. Mais aussi dans le même temps, du coup, d'avoir des changements sur la manière dont on se déplace, à la fois sur les types de trajets qu'on peut faire, donc d'essayer de plutôt avoir plus de proximité au quotidien, d'avoir des voyages qui sont éventuellement plus locaux, en tout cas moins à l'autre bout du monde pour des courtes durées, etc. De choisir des modes de transport plus vertueux, d'avoir des mobilités plus partagées, etc. Donc ça, c'est tous des leviers qui vont devoir aussi être sollicités si jamais on veut atteindre les objectifs très ambitieux qui sont fixés actuellement. D'accord. Donc, selon vous, il faut jouer sur tous les 5 leviers en même temps, dont la modération des transports, ce qui n'est pas forcément le but recherché par des transporteurs. Oui, c'est ça. En fait, en tout cas, si on regarde le levier du report modal pour aller un peu plus sur ce sujet-là, dans les scénarios de prospective, ce qu'on observe, c'est que dans les scénarios les plus ambitieux sur ce levier-là, en général, au niveau de la France dans son ensemble, il y a un potentiel de l'ordre de moins 20% d'émissions liées au levier de report modal. Et ce potentiel de moins 20%, il est plus facilement il est davantage sollicité dans des scénarios qui misent aussi sur cette modération de la demande de transport. C'est-à-dire que si jamais on continue à augmenter toujours le nombre de kilomètres parcourus, c'est plus difficile pour un mode de transport en particulier, que ce soit le vélo ou les transports en commun, de prendre de plus en plus de parts de marché sur l'ensemble des déplacements. On peut le comprendre avec 2 exemples. Si jamais les distances de déplacement au quotidien continuent
d'augmenter avec de l'étalement urbain, etc., des trajets domicile-travail de plus en plus longs, etc., ça va être très difficile pour le vélo de capter un grand nombre de trajets, ou en tout cas un grand nombre de trajets aussi en pourcentage du total des kilomètres parcourus, parce que si on capte que les plus petits trajets, en pourcentage des distances parcourues, par exemple en voiture, on va capter que les trajets les plus locaux. Donc ça veut dire qu'il faut agir simultanément sur ce levier de report modal, mais aussi sur la demande de transport. Un autre exemple, c'est que typiquement, si on continue à avoir un aménagement du territoire qui est très dispersé, ou en tout cas qu'on continue à aller dans cette tendance-là, ça va être plus difficile aussi d'avoir des parts modales des transports en commun qui sont plus importantes que si jamais, dans notre aménagement du territoire, de nos activités, etc., à l'avenir, on essaie plutôt de densifier le long des lignes de transport en commun, par exemple. À ce moment-là, ce sera plus facile d'avoir une part des transports en commun qui est plus importante. Donc ça veut dire que vouloir solliciter le levier de report modal de manière forte, ça demande de se questionner plus globalement sur la demande de transport dans son ensemble. Donc quel est son volume, quelle est sa géographie aussi en termes d'aménagement du territoire, et comment on interagit aussi avec les autres modes de transport pour à la fois faire en sorte qu'on développe les modes les plus vertueux, mais au final, si on veut réduire les émissions, que les modes les moins vertueux aient un trafic en baisse. Merci. Tanguy Bouton, donc j'imagine que vous réfléchissez souvent à cette question en ce qui concerne la flotte de votre entreprise. Comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre de cette flotte? Mais avant que vous me répondiez à cette question, j'aimerais que vous réagissiez à ce que vient de dire Aurélien Bigot sur justement la réflexion que pourraient avoir les transporteurs sur cette hausse de la demande de transport et sur le report modal. Comment on aborde cette question-là du côté de Transdev? Bonjour, et puis d'abord, merci de m'avoir invité ici. Le report modal pour Transdev, c'est quelque chose qui est clé et qui est perçu, enfin, si on regarde juste à l'échelle du territoire national, on voit bien que 60% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la voiture par rapport au transport, alors que 10% proviennent des transports en commun. Cette simple relation en fait entre les émissions du transport en commun et de la voiture individuelle pousse naturellement à se questionner sur l'intérêt de la voiture individuelle d'un point de vue, on va dire, de neutralité carbone. L'enjeu pour Transdev aujourd'hui en France, c'est d'appliquer les lois de transition énergétique et de renouveler donc les flottes de véhicules par des véhicules avec des énergies alternatives, dont le biogaz, le biocarburant, les véhicules électriques et hydrogène. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est davantage possible, étant donné que le marché industriel offre dorénavant des technologies de ce type sur le marché, ce qui n'existait pas il y a de ça 5 ou 10 ans. Et de fait, un grand levier pour Transdev, donc de réduire son empreinte carbone et aussi de renouveler ses véhicules en fonction des territoires et des opportunités, on va dire, des territoires. Parce que si typiquement il y a un méthaniseur à proximité d'un réseau de transport en commun et que du gaz, du biogaz d'origine certifiée peut provenir directement de ce méthaniseur, on va préférer des solutions locales, des circuits courts, afin d'appliquer les objectifs de la transition énergétique. Donc ça veut dire que vous recourez à toutes les motorisations possibles, mais bon, il n'y a pas des méthaniseurs partout. Donc quels sont les enseignements que vous tirez de l'exploitation de bus entre guillemets propres? Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent plus prometteurs? Est-ce qu'il y a des motorisations qui vous paraissent plus prometteuses que d'autres? Et comment se compose aujourd'hui la flotte de Transdev? Alors sur le sujet, Transdev est totalement agnostique et n'a pas de préférence pour une motorisation ou une autre. On sait exploiter justement l'ensemble des technologies disponibles à ce jour. Il y a des technologies qui sont plus récentes que d'autres, qui sont plus challengeantes et qui sont plus, on va dire, compliquées à exploiter. Pour les nommer, enfin le gaz, les motorisations gaz existent depuis une vingtaine d'années. C'est quelque chose de connu sur lequel on a un retour sur expérience. Les motorisations au biocarburant également. Transdev a fait énormément d'expérimentations avec des biocarburants en France depuis plus d'une dizaine d'années.
Aujourd'hui, on voit l'arrivée du véhicule électrique et hydrogène dans le paysage de la mobilité urbaine. Alors, si on parle du véhicule électrique, on réalise qu'il y a eu une grande évolution sur la densité massique des batteries dans les 10 dernières années, tout simplement parce qu'il y a 10 ans, pour qu'un véhicule électrique parcourt 200 à 250 km par jour, il fallait qu'il transporte que des batteries. Aujourd'hui, il est capable de transporter autant de personnes qu'un véhicule diesel et par contre a clairement un impact côté infrastructure sur les dépôts et sur le raccordement, on va dire, au réseau électrique de ces dépôts. La technologie hydrogène, elle, va également faire partie du paysage de la mobilité de demain. Aujourd'hui, on est plutôt à une étape expérimentale sur l'hydrogène, mais pour des besoins opérationnels qu'il justifie, tels que des lois de roulage et des amplitudes horaires d'exploitation très étalées, on imagine que c'est un candidat sérieux et qui aura sa place demain dans la mobilité. Est-ce que vous avez évalué l'empreinte carbone de votre entreprise et également la diminution de cette empreinte ces dernières années? Et quels sont vos objectifs, si vous avez des objectifs chiffrés? Oui, alors en fait, on a une obligation réglementaire qui est de la publier dans la déclaration de performance extra-financière. Aujourd'hui, à titre indicatif, Transdev émet autour de 80 grammes de GES aux 100 km. L'objectif de Transdev d'ici 2030 est de réduire d'un tiers ses émissions et aussi, bien sûr, d'être en conformité avec les objectifs à horizon 2050. Et donc, pour atteindre ces objectifs, concrètement, ça va passer par quoi? Par un mix énergétique entre différentes énergies, comme on l'a évoqué. On ne pense pas qu'il y ait une seule technologie qui va prendre le là sur les autres. On va avoir besoin de motorisation alternative, dite faible émission et très faible émission. Le simple fait de renouveler les parcs de véhicules en respectant des âges moyens et maximum par réseau va nous permettre de coller à cet objectif. Merci. Emmanuel Merose, côté SNCF, vous testez aussi toutes sortes de trains propres. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous avez des conclusions qui vous poussent à utiliser plutôt certains types de trains que d'autres? Vous en êtes où? Bonjour à tous. Je vais rebondir sur ce qu'ont dit Tanguy et Aurélien. Il y a dans le cas de la SNBC, des chiffres, etc., il y a un point, je pense, qui est intéressant à avoir à l'esprit, c'est que donc les transports représentent 30% des émissions de GES au global. Et dans ces émissions, le train, le ferroviaire, représente 0,3%. Donc on parle de l'épaisseur du trait. Donc on est déjà... on est dans la partie difficile, quoi. Il faut effacer 0,3% des 30% du transport. C'est donc les plus compliqués à aller chercher. Bon, voilà. Ça, c'était pour remettre un peu en perspective la problématique. On a testé effectivement un certain nombre de technologies, on continue à travailler, on est encore sur plutôt des prototypes. On considère que quand on est sur de la traction électrique, il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui, même si on va continuer à essayer de décarboner la partie électrique, mais avec le mix électrique français, il n'y a pas de problème. Et donc on explore le reste, et on doit sortir, comme le disait Aurélien tout à l'heure, notre objectif c'est de sortir de tout ce qui est thermique. On a aujourd'hui, au niveau de la partie train, environ 2000 engins qui roulent encore au thermique, donc essentiellement chez TER, un petit peu de longue distance, des trains travaux, etc. On travaille aussi sur d'autres composantes de nos émissions. On a un parc auto de 23 000 véhicules qu'on doit aussi décarboner, même si c'est pas énorme dans nos émissions. Il faut aussi qu'on travaille là-dessus, et on a des contraintes de ZE, ZFE, etc. Voilà. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, on est comme Transdev, en fait, on explore toutes les technologies. Aujourd'hui, on a des trains hybrides, on a des trains à batterie, on a des trains hydrogène, on a des trains biocarburants. Toutes les solutions sont intéressantes. En fait, ce qu'on regarde de plus près, c'est ce qu'on appelle l'usage. L'hydrogène va s'adresser à certains types de services de mobilité, la batterie à certains autres. La batterie, vous n'allez pas faire 800 bornes avec un train à batterie. Donc il faut
Je pense que l'input, c'est de savoir quel est le service de mobilité que je vais offrir, et à partir de là, quel est le type de matériel que je mets en place, du lourd, du léger, sur quel type d'infrastructure, et ça définit en fait ensuite la technologie que vous pouvez utiliser, quoi. Mais on essaie de partir du cas d'usage. Et donc pour le moment, on n'a pas de religion, on n'en aura pas en fait. On va s'adapter aux services de mobilité que nous on veut offrir ou que les régions décident de mettre en place dans leur zone. Est-ce que les régions ont forcément la bonne approche? Parce que, par exemple, certaines régions veulent absolument de l'hydrogène. Est-ce que c'est forcément adapté? Ça rejoint exactement ce que je viens de dire. En fait, on comprend tout à fait que pour le moment, l'hydrogène, effectivement, présente un certain nombre d'avantages qui sont très séduisants. Il faut continuer à faire des analyses. On s'aperçoit qu'effectivement, dans certaines conditions, l'hydrogène peut être une solution. Et je crois que c'est Tanguy qui le disait. Il ne faut pas regarder que le train et l'hydrogène, il faut regarder tout ce que j'appelle l'écosystème qui va autour. Comment il est produit, comment il est acheminé, quel coût il va avoir. Aujourd'hui, produire 1 kg d'hydrogène, ça coûte entre 8 et 10 euros. C'est juste exorbitant. Et on peut prendre le truc dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne voit pas comment, d'ici, dans les 10 ans qui viennent, on pourra avoir un coût d'hydrogène qui soit compétitif en termes de coût de revient à la production. À supposer qu'il soit produit de manière décarbonée. Donc, nous, à la SNCF, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on aide les régions à faire les bons choix. Et encore une fois, le choix, il ne se fait pas par la techno, il se fait par l'offre de mobilité qu'on veut mettre en place. À condition que l'hydrogène soit décarboné, mais ça veut dire que les régions, elles entrent quand même dans un schéma d'investissement important. Donc, est-ce que c'est pas délicat de se lancer comme ça dans l'hydrogène en se disant que l'écosystème sera vraiment valide et mature dans combien de temps? Dans plus d'une décennie? Oui, mais alors aujourd'hui, de toute façon, l'investissement sur les trains hydrogène, si on revient au mobile, on est uniquement sur des trains prototypes. Je crois qu'il y a 14 trains qui sont dans les tuyaux au niveau national. Donc voilà, c'est un investissement pour tester. Il faut mettre un peu d'argent sur la table. Et ensuite, on rentrera dans des considérations plus globales, comme vous venez de le dire, c'est quoi l'écosystème qui va avec, etc. Encore une fois, quel est le service que je veux rendre? Et je pense que l'investissement, il sera fait au juste besoin. Aujourd'hui, il y a un peu d'investissement à faire, c'est sûr, mais on n'a pas tous les éléments pour juger de la pertinence de l'investissement. Donc je pense qu'on aura l'idée dans 10 ans. Et dans 10 ans, quand les régions auront dessiné l'offre de mobilité qu'elles doivent avoir, alors moi je parle du train, mais comme le disait Aurélien, il faut tout combiner. Les mobilités douces, les mobilités plus légères, etc., etc. Et à ce moment-là, on verra là-dedans quelle est la place du train, et dans ce train, quelle est la place du hydrogène, si on a besoin. Il n'y en aura peut-être même pas besoin. Parce qu'en fait, il y a aussi... dans le même temps, on a un travail qui est en cours chez nous avec l'innovation et la recherche, qui est de voir dans 10 ans quelles seront les versions des technologies qu'on a aujourd'hui. On parlait des batteries, tout à l'heure on s'est nettement amélioré. On a des versions batteries, on a des versions hybrides, on a des versions de biocarburants, on va appeler des V1 aujourd'hui. On aura peut-être des V2, des V3 dans 10 ans, qui seront plus intéressants d'un point de vue économique, plus intéressants d'un point de vue technique. Et donc, on reverra la copie à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu au début de la page. Juste pour une dernière question sur l'hydrogène, Aurélien Bigot, il y a quand même un très fort lobbying en faveur de l'hydrogène actuellement. Il y a une filière qui se crée. Quelle réflexion ça vous inspire? Je pense que ça peut être c'est un des vecteurs qu'il faut étudier, qu'il faut sûrement développer pour la transition énergétique. Il faut en effet réfléchir en termes d'usage là où c'est le plus pertinent. Peut-être juste un élément de contexte sur l'hydrogène. Aujourd'hui, le principal inconvénient que j'y vois, c'est qu'à 95%, aussi bien en France, en Europe que dans le monde, il est produit à partir d'énergie fossile. Donc c'est-à-dire que si on développe les usages de l'hydrogène à partir d'hydrogène produit à base d'énergie fossile, en termes d'intérêt climatique de l'affaire, c'est pas tout à fait évident. Du coup, ça veut dire que si on développe des usages, il faut que, en parallèle, justement, cet écosystème hydrogène se mette en place et notamment une production décarbonée, une production d'hydrogène décarboné soit mise en place au niveau local aussi pour éviter qu'il y ait ensuite de l'hydrogène à transporter sur trop longue distance, etc. Ce qui limite aussi l'intérêt environnemental de ces opérations. Et l'autre élément de contexte important sur l'hydrogène, c'est que pour une bonne partie des véhicules, l'utilisation de l'hydrogène, ça revient en fin de compte à utiliser dans les véhicules le vecteur électrique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut de l'électricité
pour produire de l'hydrogène décarboné. Donc c'est via ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, où ça demande de l'électricité. Donc il y a une première transformation pour passer de l'électricité à l'hydrogène. Et ensuite, dans les véhicules, alors ça va dépendre un peu des technologies qui sont utilisées, mais pour toute une partie d'entre elles, ça va être des piles à combustible qui vont être utilisées de nouveau pour transformer l'hydrogène en électricité. Donc là, l'hydrogène, c'est finalement un peu un moyen de stockage. Ça peut être pertinent, par exemple, de développer ça en parallèle, quoi, pour se servir de l'électricité supplémentaire qu'il peut y avoir avec des énergies renouvelables intermittentes. Mais en tout cas, d'avoir donc sur l'ensemble de la chaîne, donc il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène, puis de nouveau pour ensuite retransformer l'hydrogène en électricité qui va être utilisée dans des moteurs électriques. Et ça engendre des pertes énergétiques au fur et à mesure des transformations. Donc ça veut dire que quand c'est possible, le vecteur électrique, utiliser directement l'électrique, c'est plus pertinent si on veut éviter trop de pertes. Donc l'hydrogène déjà doit se développer sur les segments, sur les modes de transport, sur les types de véhicules, etc., sur les usages pour lesquels l'électrique n'est pas pertinent. Si jamais l'électrique est pertinent, il est à privilégier aussi parce qu'aujourd'hui, parmi les 4 grands vecteurs que j'ai pu citer tout à l'heure, donc à la fois électrique, hydrogène, carburant liquide ou carburant gazeux, l'électrique, c'est le seul dont la production est très majoritairement décarbonée aujourd'hui en France, alors que sur les carburants liquides, on est très majoritairement au pétrole, il y a un petit peu de biocarburants, mais qui ne sont pas en plus produits aujourd'hui de manière très vertueuse. Sur le gaz, c'est pareil, la production de biogaz pour l'instant est très faible dans l'ensemble des consommations de gaz, et sur l'hydrogène, comme je le disais, c'est à 95% encore carboné. Donc ça veut dire que il faut se servir de l'hydrogène qui a une pertinence sur certains segments, etc., et commencer à développer dès aujourd'hui, mais à la fois ne pas développer trop vite pour éviter qu'on reste prisonnier éventuellement d'usages carbonés si jamais la production d'hydrogène décarboné ne suit pas, et puis en même temps de le faire que sur les usages où l'électrique n'est pas pertinent, par exemple sur les modes de transport les plus lourds sur lesquels il y aurait trop d'emport de batterie et ce serait pas pertinent. Donc, si j'écoute ce que vous dites quelque part, j'entends que pour les bus, l'hydrogène n'est pas pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je peux. Non, En fait, c'est à la fois, quoi. J'ai dit les véhicules à la fois les plus lourds et qui ont le plus de distance à faire. C'est-à-dire que les bus, alors ça, moi, j'ai pas exactement les chiffres de nombre de kilomètres qui vont être parcourus par la flotte, mais ça peut être des kilométrages suffisamment limités pour que sur des batteries, ça puisse être des usages pertinents. Par contre, on sait déjà que, par exemple, sur des autocars, c'est déjà plus compliqué. Ça ne veut pas dire que qu'il peut pas y avoir d'autocars électriques, mais ça va être sur des distances qui sont relativement limitées quand même. Un mot peut-être sur les enseignements et puis votre expérience ? Bien sûr, mais je pense que ce qui a été dit est tout à fait juste. Aujourd'hui, le bus électrique répond à 80%, on va dire, des besoins urbains. Dans cette mesure, c'est en effet la solution à privilégier. Il n'y a pas d'offre aujourd'hui sur le marché d'autocars à hydrogène. Et c'est pour ça que Transdev, dans le cadre d'un partenariat avec la région Normandie, développe un kit de rétrofit pour autocars afin d'adresser les sujets, on va dire, de longue distance en zéro émission. Le bus à hydrogène va aussi se positionner sur quelques applications très particulières. On va penser notamment à tout ce qui est aéroportuaire, alors où il y a très peu de kilomètres, mais où on va dire les équipements de confort thermique, donc chauffage et clim, sont très énergivores, et l'amplitude d'exploitation peut être de 20 ou voire de 24 heures sur 24, et auquel cas, d'un point de vue énergétique, une technologie hydrogène serait plus favorable qu'une solution à batterie électrique. Mais une fois de plus, c'est les besoins qui justifient le choix de la technologie. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect du changement climatique auquel on pense moins. Ce sont les infrastructures. On l'a vu cet été, il y a eu de nombreux incendies, des inondations. Et donc, forcément, une réflexion doit se mettre en place du côté des gestionnaires d'infrastructures pour voir comment rendre plus résilientes les infrastructures. J'aimerais savoir, côté SNCF, comment vous abordez cette question de la résilience des infrastructures et de leur adaptation au changement climatique ? Est-ce que, par exemple, il existe une carte des infrastructures qui seraient particulièrement menacées en France ? Alors,
en fait, on est sur le deuxième volet en fait, de tout ce qui est adaptation au changement climatique. On a le volet atténuation, c'est comment on réduit nos gaz à effet de serre, et puis maintenant, c'est comment, de toute façon, face à l'inertie climatique, on sait que dans les 30 prochaines années, il va se passer des choses, comment on s'adapte. Alors, nous, côté SNCF, on commence à s'attaquer sérieusement au sujet. Alors, on sait parfaitement, par rapport au climat actuel, on sait très bien où sont nos zones de vulnérabilité, où on est fragile, où on est dans ce qu'on appelle des situations perturbées récurrentes, etc. Pardon. Et donc, ça, on l'a en tête, et on est aussi, alors on se disait ça la semaine dernière, on est plutôt bon en gestion de crise, parce qu'on a tellement de situations perturbées à gérer du fait d'événements météo, qu'on a plein de plans, des plans glace, des plans neige, des plans pluie, des plans chaleur, etc. etc. Des plans feuilles mortes. Des plans feuilles mortes aussi, avec des trains dédiés pour balayer les voies, etc. Donc, on a déjà tout ça très bien. Maintenant, ce qu'on est en train de se dire chez nous, c'est qu'il faut qu'on projette notre réseau dans un scénario climatique qu'on va choisir à l'horizon 20 ans. Et le travail est en cours à certains endroits, pour qu'on voit à quel point les situations dégradées qu'on connaît déjà aujourd'hui vont s'aggraver. Donc ça, c'est un travail qu'on a entamé. Je vous donne un exemple. On a une étude qui a duré 18 mois sur ce qu'on appelle l'axe Seine, entre Paris et Granville. On a analysé avec un cabinet chaque composante de la voie, de l'infrastructure, pour détecter quelles sont les composantes les plus fragiles, comment on peut les rendre plus résistantes, qu'est-ce qu'il faut faire pour les rendre plus résistantes, etc. Et derrière, donc voilà, on va essayer de dresser le plan d'action, mais c'est un travail énorme. Juste sur Paris-Granville, on a mis 18 mois à analyser juste la partie infrastructure. Donc, on se lance là, ça y est, le travail est parti, ça a été acté il y a une dizaine de jours par les présidents de SA. Donc sur cette partie, on est en route. Dans le même temps, on est en train de regarder le matériel roulant. Le matériel roulant aussi, aujourd'hui, il est construit selon des normes qui ont été définies à un certain moment. On s'aperçoit que à certains moments de l'année, notamment en été, on dépasse déjà les normes, donc l'électronique de puissance, etc., souffre déjà et on a parfois du mal à préserver le matériel comme il faut, on doit dégrader le service. Donc il y a un travail qui est en cours au niveau international pour réviser les normes qui s'appliquent dans le ferroviaire, pour revoir les températures, etc., etc. Et puis on a aussi un sujet, nous, enfin, on l'a mis dans le radar, qui est sur la partie, on va dire, un peu humaine, parce que bon, il y a le matériel et l'infrastructure, puis il y a des gens qui sont sur le terrain. Et on s'aperçoit aussi qu'il va falloir qu'on intègre le fait que dans nos technicentres, il va falloir parfois beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid que ce qu'on sait faire aujourd'hui, ou sur des durées plus longues. Ce n'est pas forcément des événements climatiques exceptionnels, c'est des événements climatiques un peu gênants, mais qui vont durer plus longtemps, qui vont se répéter plus souvent. A priori, c'est ça le changement climatique. On a rencontré Valérie Masson-Delmotte récemment, qui nous a dit « Vous n'attendez pas des catastrophes comme l'Allemagne tous les ans, mais en revanche, des canicules qui vont durer plus longtemps, des chutes de feuilles mortes qui vont durer un mois de plus, des périodes de froid qui vont s'étendre plus longtemps, etc. » Et nous, on se dit, mais ok, mais nos gars dans les technicentres, comment ils font pour venir travailler? Comment on s'assure qu'ils sont dans des conditions correctes? Sur la voie, c'est pareil. Donc voilà, on a pris tout ça. Je vous avoue qu'on n'a pas le même niveau de maturité sur l'adaptation que sur l'atténuation. Mais le chantier est énorme. Et surtout, en fait, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que sur ce sujet-là, ce qui fait peur tout de suite, c'est qu'on parle de gros investissements, qu'on voulait remonter le niveau de résilience de l'infrastructure. Globalement, il faut changer les composantes, ça coûte des millions d'euros. Le matériel roulant, qu'est-ce qu'on fait du rétrofit, ou alors on achète du matériel neuf avec des normes nouvelles et ça va coûter encore plus. Enfin, voilà. Donc à chaque fois, c'est beaucoup de capex qu'il faut mettre sur la table. Et donc on se dit qu'on va prendre le sujet maintenant. Ça va être un marathon. On va essayer de lisser l'effort, à la fois financier et humain, pour ne pas arriver à un moment où les situations perturbées qu'on sait gérer aujourd'hui, elles nous dépassent complètement. Voilà. Est-ce que les pouvoirs publics ont conscience justement de cette partie du problème? Parce que les millions, effectivement, il faudra qu'il y ait des financements. Alors moi, je ne suis pas dans les pouvoirs publics, mais je peux vous citer une anecdote là pour le coup. Donc la semaine dernière, j'étais en réunion avec les présidents des sociétés anonymes du groupe. On a présenté le travail qu'on est en train de faire sur ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Et Luc Lallemand, le PDG de SNCF Réseau, nous a demandé qu'on l'alimente pour qu'il puisse intégrer ça dans la négociation de son prochain plan de performance. Il vient de signer le plan de performance jusqu'à 2024. A priori, le volet adaptation n'y est pas. Et il nous demande maintenant d'alimenter SNCF Réseau pour que ce volet soit sur une partie intégrante du prochain plan de perf, parce qu'effectivement, il y a des surcoûts. Et aujourd'hui, les surcoûts ne sont identifiés en aucune trajectoire financière. Mais il va falloir les intégrer.
Et vous parliez d'un travail international, de nouvelles normes internationales. Qui est-ce qui est derrière qui travaille, enfin, quel est l'organisme international qui va décider de ces nouvelles normes? Alors, je suis pas un spécialiste des normes. C'est normes ISO 50-125, je crois, qui s'adressent à l'ensemble du domaine ferroviaire, 125, 126. C'est vraiment des gens qui savent mieux que moi. Donc, c'est en gros tous les acteurs du secteur ferroviaire, des constructeurs, des opérateurs, etc., qui travaillent à la définition de cette norme. C'est une discussion compliquée chez nous. Donc, c'est le service d'ingénierie du matériel, notamment, qui représente l'ensemble du groupe. Et c'est une discussion compliquée parce qu'il faut déjà définir un petit peu quels sont les scénarios climatiques qu'on retient et par rapport auxquels on va se situer, où on met le curseur, quoi. Et a priori, ils ne sont toujours pas tombés d'accord sur les scénarios à retenir déjà. Donc le travail est encore un peu long. Il y a encore du travail. Est-ce que il y aurait des questions dans la salle? Est-ce que vous souhaiteriez interroger? Alors, je vois plusieurs mains se lever. On va vous donner la parole. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Gonzague Guépro, Modmob. Une question pour Aurélien Bigot. Si je comprends bien, le taux de carbone dans l'hydrogène, c'est 95%. Or, le rendement est assez faible. Vous n'avez pas dit le chiffre, mais ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Entre la production et la transformation pour redevenir de l'électricité, ça voudrait dire que ça émet plus de carbone que les véhicules thermiques diesel et essence? Alors, ça dépend comment est produit l'hydrogène. Le chiffre de 95%, c'est pour dire que aujourd'hui, dans l'hydrogène qui est utilisé en France ou dans le monde, qui aujourd'hui est utilisé essentiellement pour l'industrie, pour du raffinage, pour la production d'engrais, pour de la chimie, etc. 95% de la production d'hydrogène, parce que l'hydrogène, on le trouve pas dans la nature directement de façon utilisable. La production à 95%, c'est à partir d'énergie fossile, notamment le processus le plus connu, le plus utilisé, c'est le reformage du méthane. Donc ça, c'est à partir de gaz fossiles que l'hydrogène est produit. Si jamais on utilise cet hydrogène-là pour faire fonctionner des véhicules, des modes de transport, à ce moment-là, le bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'usage des véhicules est de mémoire de ce que j'ai pu voir un petit peu plus intéressant que d'utiliser directement du pétrole dans le véhicule, mais c'est pas vraiment intéressant en tout cas par rapport à nos objectifs extrêmement forts de décarbonation des transports. C'est pas une solution qui est satisfaisante. Du coup, ce qu'il faut, c'est que la production de l'hydrogène passe de ces processus fortement carbonés à partir d'énergie fossile à des processus décarbonés, donc à partir d'électricité. Et sur les pertes de rendement, moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est qu'en gros, par exemple, si on voulait si on utilise une voiture à hydrogène plutôt qu'une voiture électrique, en gros, il faut 2,5 fois plus d'électricité pour faire fonctionner la voiture avec de l'hydrogène que utiliser directement en électricité à partir d'une batterie. Donc ça veut dire que pour le coup, pour les véhicules les plus légers, pour les voitures notamment, l'hydrogène sera pas forcément très pertinent, ou à la limite quelques usages pour des plus longues distances ou pour certaines flottes de véhicules pour lesquels l'électrique serait pas adapté, etc. Mais a priori, l'électrique va s'imposer, et c'est pour ça que chez les constructeurs aussi, c'est beaucoup ça qui se développe, parce que c'est plus pertinent en termes d'efficacité énergétique, en termes de coût aussi. Pour l'instant, l'hydrogène est beaucoup plus cher à la fois à la production des véhicules, mais aussi à l'usage, parce que l'énergie d'hydrogène, surtout si on veut de l'hydrogène décarboné, il est plus cher aussi à produire que d'utiliser directement de l'électricité. Donc c'était un peu ça les messages par rapport à l'hydrogène. Alors il y avait d'autres questions, si vous voulez bien lever la main pour qu'on puisse vous donner le micro. Merci. Bonjour, Lorenzo de l'université de Cergy. Une question pour Monsieur Bouton concernant les nouvelles motorisations. Ça nécessite naturellement de nouvelles infrastructures pour alimenter ces véhicules. La question, c'est quelle relation vous avez avec les pouvoirs publics, les collectivités locales sur l'installation des stations pour alimenter les bus? Est-ce que ça sera vos propres stations? Est-ce que ça doit être des stations qui sont installées par la métropole? Quelle relation? Est-ce que vous sentez
un engouement de la part de ces acteurs? Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ça dépend. Réponse, on va dire, assez classique. En fait, Transdev n'est pas toujours propriétaire des installations et du matériel roulant. Auquel cas, c'est charge à la collectivité d'investir dans ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. À ce moment-là, Transdev devient plutôt un conseiller technique. Et on peut partager aussi les retours sur expérience qu'on a dans plusieurs autres réseaux. Et lorsque Transdev est directement, on va dire, propriétaire des assets et responsable donc, de la mise aux normes des dépôts, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est ne plus seulement se positionner comme un consommateur, mais comme un prosumeur. C'est-à-dire que on cherche, pour optimiser l'offre de transport et au final les coûts associés, à dimensionner le système et les besoins en énergie au plus fin possible, de manière à pouvoir produire l'offre de transport au meilleur coût. Et ça va passer par consommer de l'énergie, par exemple, lorsqu'elle est le moins carbonée, pendant les heures creuses et pas les heures de pointe, faire en sorte éventuellement de faire de l'effacement énergétique sur le réseau électrique, mais charger aussi, par exemple, si on parle de véhicules électriques, de manière à prolonger la durée de vie des batteries. On sait que c'est un réel enjeu aujourd'hui et que les garanties sur ces batteries, il y a forcément on va dire des prises du risque qui est inclus dans les garanties batteries, et c'est aussi en adoptant des stratégies de recharge des flottes de véhicules électriques qu'on peut réussir à en allonger la durée de vie. Merci. On va prendre encore une question. Bonjour. Léon Ferrier, je suis membre de l'Association des usagers des transports. Alors, il a été rappelé que les 2/3 du réseau ferré français n'étaient pas électrifiés et également que cela concerne essentiellement des lignes qui sont déjà en mauvais état et où la capacité d'investissement est relativement limitée. Donc, il ne faudrait pas que la problématique du changement climatique, ironiquement, incite à la suppression de ces lignes par manque de financement pour l'investissement. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les moteurs diesel, les moteurs thermiques, sachant que le matériel ferroviaire a au moins une 40aine d'années de service, est-ce que ces moteurs, il y a toujours des recherches qui sont faites pour un moteur diesel propre en attendant que la solution définitive de la transition énergétique soit mise au point et puisse remplacer les moteurs thermiques. Parce que lorsque je vois sur certaines lignes de desserte fine du territoire des autorails qui crachent des nuages alors que ce sont des autorails relativement récents parce que l'entretien, certainement pour des raisons d'économie, n'a pas été fait comme il le fallait ou a été mal fait, c'est contre-productif vis-à-vis de la problématique du changement climatique. Donc ma question, c'était simplement de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait encore pour le moteur diesel thermique propre, ou est-ce qu'on a définitivement abandonné cette solution? Alors, je vais essayer de répondre. Alors, je reviens juste sur le premier point sur les infrastructures. Je raconte juste quelque chose. Je vous disais au début, le ferroviaire, globalement, pas la SNCF, le ferroviaire, c'est 0,3% des émissions du secteur des transports. Et il y a un autre point aussi qu'il faut avoir en tête dans le cadre de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, dont parlait Aurélien, c'est le report modal. Il y a un des leviers majeurs qu'on trouve dans la SNBC pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, c'est le report modal. Donc la SNCF, avec le ferroviaire, pardon, est déjà vertueux et on doit accueillir les clients qui vont vouloir faire du report modal. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que ça nécessite de garder des infrastructures. On est tout à fait conscient du fait qu'il y a des infrastructures qui sont vieillissantes, qui sont fragiles, et il faut qu'on essaie de les maintenir le plus longtemps possible, mais peut-être pas au niveau actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des concepts aussi où on se dit que, c'est encore en phase exploratoire, qu'on a su faire parfois des infrastructures, on va dire,
pas de surqualité, mais avec des redondances énormes pour assurer que dans quelles que soient les conditions, ça fonctionne, etc. Si on baisse un peu le curseur pour se dire, OK, dans telles conditions de météo, etc., j'accepte de ne plus pouvoir utiliser mon infrastructure, mais dans 99,9% des cas, je vais pouvoir l'utiliser. Et sa maintenance, la signalisation, etc., me coûte beaucoup moins cher, on va aller vers ça. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'arrêter à cause du changement climatique, c'est au contraire de trouver comment on les maintient, mais comment on les maintient à des coûts qui soient maîtrisés et au regard du service qu'on attend d'elle. Ça, c'est sur l'infra. Sur le matériel roulant, sur le moteur thermique plus vertueux, alors on est en train de travailler, on considère que la partie biocarburant, qui remplace assez facilement, aujourd'hui on fait des essais de ce qu'on appelle du B100, qu'on met dans les moteurs diesel, ça marche bien. On considère que les biocarburants sont une solution transitoire entre maintenant et on va dire 2030-2035. Et de toute façon, il y a de fortes chances pour que la loi nous oblige d'ici 2035 à abandonner complètement le fossile, les moteurs thermiques. Donc on ne part pas sur l'idée de garder ad vitam aeternam des moteurs thermiques, même hyper vertueux, hyper qualitatifs. On pense que de toute façon, il y a un moment ou un autre, la loi va nous contraindre à une sortie. Je crois que c'est dans les tuyaux, vous devez le savoir peut-être mieux que moi, mais je crois que 2035, c'est une échéance qu'on a tous en tête pour se dire qu'on n'aura plus de moteur thermique pour opérer les transports publics. Donc on ne cherche pas à maintenir ça, on cherche à trouver d'autres solutions. Alors, où on transforme les moteurs diesel et on les passe en biogaz, tout ce qu'on peut mettre dedans. Ou alors on part sur autre chose, de l'hydrogène, de la batterie, de l'hybride. Et quand on est sur ces solutions-là, je voulais juste préciser une chose, on ne raisonne pas que sur le mobile, on raisonne aussi sur l'infrastructure. Parfois, on peut se dire qu'il y a des endroits où vous citiez de l'infrastructure un peu délaissée avec des moteurs qui crachent. Et ben, on est en train de travailler sur un concept qu'on appelle électrification frugale, qui est de voir comment on peut mettre un petit peu de caténaire par endroit, avec un train à batterie, qui va passer, qui va lever le pantographe, qui va se recharger au passage, qui va pouvoir repartir sur sa batterie, etc. Et puis, quand on est en train de regarder ça de près. Et donc, il y a plein de choses à faire, en fait, pour décarboner le transport ferroviaire, en mêlant bien l'infra et le mobile qui circule dessus. Quoi. Voilà. Mais je tiens à vous rassurer, on a deux ambitions. On a l'ambition de tenir notre rôle dans le cadre de la CNBC sur le report modal, et Jean-Pierre Farandou veut qu'on fasse x2 en part de marché sur le voyageur et sur le marché des marchandises du fret. Pour le faire, il faut qu'on maintienne des infrastructures et qu'on fasse rouler plus de trains. Donc, on va se donner les moyens d'y arriver. Merci. Il me semble que j'ai vu Anne-Marie Papy, vous avez la parole. Après, le micro est déjà donné. Alors, Anne-Marie Papy au premier rang. Merci. Je voulais vous poser une question. On a une unité de recherche à l'IUT de Saint-Pierre, à La Réunion, qui travaille sur la transformation de l'eau de mer en hydrogène. Et ils ont des effets concluants. Et je voulais savoir si vous aviez des retours sur ces recherches-là en matière d'innovation sur la transition énergétique et la biomasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des énergies de demain qu'on peut développer? Parce que malheureusement, à La Réunion, on reste toujours dans la vision de consommation. Qu'est-ce qu'on va consommer comme carburant, comme énergie, etc. Mais on ne pense pas production. Donc, pour nous, c'est une source, je reviens à l'emploi parce qu'on a un taux de chômage qui est très élevé chez les jeunes et de formation. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous en pensez et comment développer des métiers innovants pour demain? Vaste question. C'est ce que je vais essayer de répondre sur les éléments, sur les sujets pour lesquels j'ai quelques éléments. En tout cas, sur la production d'hydrogène à partir d'eau de mer, je n'ai pas entendu parler de ce projet-là, donc je me lancerai pas dans des réflexions hasardeuses. Si je suppose que c'est pour en faire de l'électrolyse de l'eau, donc le système que j'évoquais tout à l'heure, où ça demande à la fois de l'électricité et de l'eau pour produire l'hydrogène, à ce moment-là, c'est en tout cas le procédé qui paraît le plus vertueux pour produire de l'hydrogène. Après, je ne sais pas si c'est en lien avec la deuxième question sur l'usage de la biomasse. Il y a possibilité de produire de l'hydrogène à partir aussi de biomasse.
Après, il se trouve que ce sera pas forcément le plus efficace d'un point de vue énergétique d'utiliser la biomasse pour cet usage-là. La biomasse, on en a besoin aussi dans la transition énergétique pour d'autres usages, pour d'autres secteurs. Pour les transports aussi, ça peut être aussi pour produire du biogaz et des agrocarburants comme on l'a déjà évoqué. Donc, a priori, pour l'hydrogène, c'est plutôt via l'électrolyse de l'eau que ça va se développer et que c'est le plus pertinent, à condition, une fois de plus, que l'électricité du coup de base qui est utilisée soit décarbonée. Vous évoquiez tout à l'heure les 70% de charbon, ça veut dire qu'il faut aussi travailler là-dessus si on veut que l'hydrogène qui est produit soit lui aussi décarboné. Et puis après, il y avait peut-être encore d'autres questions sur l'emploi. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions que je n'ai pas évoquées. En tout cas, sur la transition énergétique et la question de l'emploi, c'est une question majeure. Ce qu'on voit, c'est que suivant les secteurs qu'on regarde, ça va pas être les mêmes éventuels gagnants et perdants de la transition énergétique en termes d'emploi. Il y a des secteurs qui vont plutôt être en hausse et d'autres à la baisse en raison des différentes activités qu'il va plutôt falloir réduire ou développer. Les analyses qu'on voit sur les impacts emploi de la transition énergétique en général sont plutôt positives sur le fait que ça va créer plus d'emplois que de destruction d'emplois. Donc c'est plutôt un point positif là-dessus. Après, il faut regarder au niveau plus local, au niveau territorial, etc. Quelles sont les activités déjà présentes sur le territoire, quelles sont les nouvelles qui vont se développer, quelles sont les éventuelles pertes sur le territoire. Et c'est plutôt à cette échelle-là qu'il faut regarder et que la question se pose de manière concrète à chaque fois pour voir quels sont les plans de transition qu'il faut éventuellement mettre en place quand il y a des filières qui sont fortement impactées et au contraire quelles autres activités on peut développer pour justement offrir des perspectives d'emploi intéressantes pour les territoires. Merci. Alors, s'il y a une dernière question, on la prend. Alors, la dernière question, et après, on va achever cette table ronde. Merci. Bonjour, donc Camille Chazot, Artimon Transport. Donc moi, j'ai une question plutôt pour Monsieur Bouton. Là, on parle beaucoup de l'hydrogène, de l'électrique, mais on parle un petit peu moins quand même des biocarburants comme le B100. Quelle est la position, enfin Monsieur Morose en a un petit peu parlé, mais quelle est la position de Transdev sur ce sujet ? Une fois de plus, on est tout à fait agnostique. On exploite aujourd'hui, il me semble que avec la technologie Euro 6, on a plus d'une centaine de véhicules OB100 au parc de Transdev France. C'est une technologie qui est connue, maîtrisée. On est passé aussi par du B30 au préalable. On sait que les véhicules, les motorisations Euro 6, en fait, l'homologation, c'est un couple moteur-carburant. Donc, c'est pas des motorisations dans lesquelles on peut aussi, on va dire, d'un point de vue légal, fonctionner avec du diesel. On sait que le B100 relève très peu les coûts de maintenance et a des coûts d'énergie qui sont à peu près similaires au diesel. On a juste des véhicules dont la chaîne d'alimentation, on va dire, est un peu plus robuste étant donné que ce carburant a une nature un peu plus corrosive. Par contre, on en exploite énormément en Suède aussi, moins l'hiver à cause des problèmes de démarrage par temps froid. Mais ça fait partie du paysage des solutions disponibles aujourd'hui et qui sont différenciantes pour Transdev. Merci. Et pour terminer, je vais vous redonner la parole, Emmanuel Morose. Peut-être sur ce qui se passe à l'étranger, est-ce qu'il y a des pays qui pourraient nous inspirer ? Est-ce qu'il y a des pays que vous suivez particulièrement, qui mettraient en place des innovations intéressantes ou qui vous paraissent un peu plus en avance que nous ? Non, pas particulièrement. Non, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Donc la France n'est pas à la traîne, elle est... Non, en fait, quand on écoute un peu tout ce qu'on s'est dit, on a parlé beaucoup d'électricité. Et en France, on est quand même déjà pas mal avec notre parc nucléaire. Enfin, on parle d'électricité décarbonée, donc on est quand même déjà pas mal. Après, on sait qu'en Suisse, c'est décarboné, en Norvège, c'est décarboné, etc. Mais
on a une solution effectivement qui est l'électricité. Si l'électricité est produite de manière décarbonée, il faut essayer de pousser cet avantage-là. On parlait des difficultés de la Réunion avec la production au charbon, donc peut-être produire de l'hydrogène avec les énergies renouvelables, ça permet de stocker, de reproduire bon voilà, vous le savez, etc. Donc on est plutôt bien. Après, ça me faisait penser à quelque chose. Je travaillais sur les marchés de l'énergie auparavant aussi. Le problème, c'est que la demande d'électricité va exploser à un moment ou à un autre, et il faut qu'on soit en mesure d'y faire face. Donc il y a des choix un peu majeurs, structurels, qui vont être faits prochainement. Donc à mon avis, c'est ça qui va donner aussi le là de ce qu'on va être capable de faire plus tard. C'est-à-dire que si on se dit on va mettre beaucoup d'énergie renouvelable, etc., que pour les contrer, il faut mettre des centrales à gaz, on va pas aller dans le bon sens. Voilà. Donc c'est juste ça. Mais en France, je pense qu'on est bien. On n'a pas je vois pas par rapport à d'autres pays où sont les difficultés. Et quand on regarde nos voisins belges et les choix qui sont en train d'être faits en Belgique sur la fermeture des centrales nucléaires, etc., je me dis qu'on est plutôt à l'aise pour le futur. On a des bonnes bases, quoi. Voilà. On a des bonnes bases. On va finir sur cette note optimiste, même si je pense qu'on sera amené à en reparler régulièrement. Merci à tous les trois pour votre présence et pour avoir répondu de façon positive à notre invitation. Merci à vous. Alors.